Bonjour à tous et direction les Jeux. Nouvelle semaine, nouveau numéro de notre podcast qui nous mènera tout droit vers Paris 2024. Nous profiterons de la fin des championnats de France de natation il y a un peu plus d'une semaine pour évoquer les enjeux liés à ce sport. Nous parlerons également volleyball, gymnastique rythmique, trampoline et haltérophilie. On retrouve dans l'équipe Luca Le Sueur que vous connaissez bien désormais et Sébastien Jante, l'encyclopédie humaine, capable de nous citer tous les champions du monde d'Ultimate Frisbee depuis 83. Salut les gars. Salut Victor, salut tout le monde. Salut Victor, merci pour tes termes élogieux, salut à tous. Et nouvelle venue dans l'équipe aujourd'hui, Alice Calmu délaissera le temps d'une heure les sports auto qu'elle couvre régulièrement sur Dico du Sport pour débattre avec nous. Salut Alice. Salut à tous. Et sans plus attendre, nous débutons notre panorama multisport, direction les Défenses Arena où se dérouleront donc les épreuves de natation. Alors un mot sur ce qu'on peut attendre déjà. Il faut remonter aux Jeux de Londres il y a 12 ans pour trouver la trace d'une équipe de France aussi compétitive que cette année. À l'époque, pour rappel, Florent Manodou était monté sur le podium, également Camille Muffat et Yannick Agnel. Là, je parle pour de ce qui est des courses individuelles. Mais la France était repartie de ces Jeux Olympiques avec 7 médailles, relais inclus. Faire aussi bien cette année, ce sera difficile, on va pas se mentir, mais la natation française compte sur sa tête d'affiche en la personne de Léon Marchand, extraterrestre des bassins et dans lesquels il excelle depuis quelques années aux États-Unis et sous l'étendard tricolore, sous le drapeau de la France en grand championnat. Parlons un peu de son programme. Pour lui, ce sera le 400 mètres 4 nage, le 200 mètres 4 nage, dans lesquels il s'est brillamment qualifié au championnat de France la semaine dernière, et un potentiel doublé 200 mètres brasse, 200 mètres papillon. Alors je dis bien potentiel parce que malgré sa qualification acquise sur ces deux épreuves, il y a un point d'interrogation. Alice, je te laisse nous expliquer pourquoi. Non, effectivement, il s'est qualifié pour le 100 brappe et le papillon. On n'est pas encore sûr de son programme. Les deux épreuves se tiennent dans la même journée. C'est très proche d'autres épreuves qu'il a prévu de disputer. Donc voilà, on va attendre des confirmations de sa part. Ça dépendra de son énergie, ça dépendra de ses volontés propres et des potentiels résultats qu'il pourra amener pour cette équipe et pour lui-même. Ouais, je crois qu'il y a les séries le même jour sur les deux épreuves, et puis ensuite le lendemain, il y a les deux finales le même jour également. Et tu parlais, Alice, de la question de l'énergie. Il déclarait justement après les championnats de France ne pas en avoir laissé trop en route de l'énergie. Mais alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est qu'au championnat de France, il n'y avait pas les relais d'une part. Et on va pas se mentir, l'opposition, elle sera tout autre dans un mois aux Jeux Olympiques. Lucas, si on se réfère à ça, à la débauche d'énergie, qu'il laissera à Paris. Quel est ton point de vue, toi, sur une éventuelle participation à 4 épreuves individuelles, voire même des relais? Bah ça paraît énorme quand même, c'est vrai que le programme il est monstrueux, surtout avec les disciplines qui se courent le même jour. Et comme tu le disais, la concurrence ne sera clairement pas la même. Après, il y a quand même des choses qui ne seront pas les mêmes non plus, c'est les conditions. Là, il revenait des États-Unis quelques jours avant et il parlait notamment du décalage horaire qui n'avait pas été facile à supporter. Et puis, bah, mine de rien, il y avait toujours cette pression de devoir se qualifier. C'est vrai que c'est assez stressant, les qualifications en natation, où il faut à tout prix faire podium faire le chrono et faire podium ensuite sur la finale. Là, mine de rien, il va arriver à Paris totalement serein et focalisé sur ses courses et sur son podium. Je pense que, voilà, de toute façon, on sait qu'il est monstrueux. Après, il y en a qui l'ont déjà fait, de faire des courses, d'enchaîner des courses comme ça. Michael Phelps, il l'a déjà fait au JO, ça lui avait plutôt réussi. Après, il disait qu'il n'avait pas usé trop d'énergie. Dans un sens, il était aussi déçu de ses chronos. Donc, si jamais il en met un peu plus, est-ce qu'il va pouvoir tenir ce un peu plus sur toutes les courses? C'est la grande question. Moi, je pense, mine de rien, qu'il est capable de le faire. Je pense qu'il est capable. Il est monstrueux et maintenant, on n'a plus qu'à lui faire confiance et on verra ce qu'il choisit déjà, s'il aligne 200 brasses et 200 papes ou pas. On va bien voir. Une chose est sûre, c'est que tu le compares, enfin, tu évoquais Michael Phelps. Les deux, on les compare très souvent, alors à tort ou à raison. Une chose est sûre, c'est que Michael Phelps, il a 8 médailles d'or en une édition, en 2008. Bien sûr que là, Léon Marchand, il n'est pas question de faire aussi bien que Michael Phelps, mais ça me permet de vous poser une autre question, et je me dirigeais vers Seb. Est-ce que toi, tu penses, Seb, qu'il peut égaler ou même dépasser Roger Ducret, qui est recordman pour la France avec 5 médailles aux Jeux, c'était d'ailleurs à Paris déjà il y a 100 ans. Je
parle en une édition. Michael Phelps, c'est le record absolu. Roger Ducret, c'est le record pour la France. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager? Oui, il est envisagé, on peut, je pense, sans problème, parce que, alors après, il y a toujours l'histoire des relais, savoir exactement comment il sera aligné, comment il sera utilisé, et bien sûr, ça, il faudra jouer avec son parcours en individuel. C'est un athlète pour qui le succès appelle le succès, clairement. S'il remplit ses objectifs en individuel, il a un objectif qui est minimal de 3 médailles d'or, clairement. Si c'est ça, je pense qu'il s'alignera avec plaisir sur n'importe quel relais et surtout avec un niveau conforté sur son niveau et sur sa forme physique. 5 médailles, c'est envisageable. Plus, déjà s'il l'égalait, ce serait quand même une très très belle performance pour la délégation française et pour l'équipe de France de natation, dans le cadre, comme tu le disais, de l'objectif de faire mieux qu'à Londres. Alors, si on regarde un peu le programme plus en détail, ça donne 400 mètres 4 nages, puis un jour de repos, puis qualif et demi du 200 papes la même journée, qualif et demi du 200 papes et du 200 brasses, finale les deux épreuves le lendemain, série et demi du 204 nage le jour d'après et finale le lendemain. En fait, ça fait donc un calendrier XXL. En revanche, pourquoi je dis tout ça? On peut voir qu'en fait la place du 400 mètres 4 nage dès le deuxième jour elle présente un certain avantage, c'est qu'elle est suivie d'un jour de repos, contrairement au programme qui va s'en suivre après. Je laisse les relais de côté là-dedans, hein, mais ce que je me dis, c'est que le fait qu'il y ait un jour de repos après le 4 nage, le 404 nage, c'est que ça va lui permettre de donner sa pleine mesure. Donc là, je me demande est-ce qu'on peut le voir à nouveau battre le record du monde qu'il avait pris à Michael Phelps. Le record du monde du 4 fois 100 mètres 4 nage, du 400 mètres 4 nage, pardon, c'est 4 minutes 02 et 50 centièmes. Alice, est-ce que pour toi ça te paraît quelque chose de crédible? Alors ce qui est sûr, c'est qu'il a le potentiel, pour le battre le record. Il l'a fait une fois, il pourrait le refaire une autre fois. Il a la capacité pour, le record du monde, il l'a déjà, donc s'il le bat, c'est battre son propre record. Il est encore jeune, donc est-ce qu'il le battra et est-ce qu'il s'améliore d'année en année? C'est presque sûr. Enfin, il a clairement affirmé que les Jeux olympiques, c'était l'objectif principal, donc il est à la maison, il a le talent pour. Moi, je pense que c'est une possibilité. Je pense que la question principale, c'est la fatigue et le fait qu'il a nagé en yard toute l'année, qu'il a quand même eu une grosse saison aux US, qu'il a remporté le championnat NCAA avec ASU. Donc voilà, niveau talent, il l'a, niveau capacité, il les a. Maintenant, ça dépendra de la réalité du terrain. Après, j'espère que la fatigue, il l'aura pas dès le premier jour. Puis je me dis aussi que la finale, elle est prévue le 28 juillet. Ce serait déjà une merveilleuse manière de commencer les Jeux pour l'équipe de France multisport. Euh, Maintenant on a dit ça, est-ce que vous voyez éventuellement un deuxième record du monde tomber? On a bien compris que c'était possible sur le 404 nage, mais sur les deux autres épreuves, enfin sur les éventuellement trois autres épreuves, est-ce que c'est envisageable, Seb, Lucas? Non, je pense pas. Je pense que le 404 nage est certainement l'épreuve où il y a le plus de marge pour battre le record du monde. Euh, c'est là où il devrait le plus briller. Et comme tu dis, le fait que ce soit en début de programme jouera beaucoup, à mon avis, là-dessus. Je pense pas que ce soit Je pense que c'est quelqu'un qui est très concentré sur ses objectifs, qui n'ira pas pour battre le record, mais simplement pour y aller en gestion, certainement, sur la tonne d'épreuves qu'il va avoir et assurer d'avoir l'or avant de penser au record. Il y a, sur le papier, bien sûr, c'est un athlète extraordinaire. S'il est bien lancé, il peut battre tous les records du monde qu'il veut. Mais je pense que c'est pas du tout, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, selon moi. Ouais. Avant de claquer des records, déjà assurer les podiums et voir les titres, ce sera déjà une très belle satisfaction. Alors on parle beaucoup de Léon Marchand depuis un moment, mais évidemment il ne sera pas le seul à Paris puisqu'on a 30 nageurs qui composeront la délégation en bassin. En eau libre, on en dira un mot tout à l'heure. Il y a des nouvelles têtes, il y a des nageurs absents comme Mehdi Metella ou Fantine Lezavre qui a mis un terme à sa carrière alors qu'elle était dans les clous pour aller aux Jeux. Mais hormis Léon Marchand, la France a d'autres cartes à faire valoir, à commencer par Florent Manoudou, Maxime Grousset, ou on peut même évoquer Mewen Tomac.
Alors on va faire dans l'ordre. Déjà, Seb, je te laisse nous dire un mot de Florent Manodou. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Florent Manodou, sachant que il y aura du monde en face, hein. Il y aura il y aura du monde en face, c'est une évidence. Maintenant, c'est quand même, enfin, on va pas se mentir, Florent Manodou, c'est quand même un homme de championnat, clairement. Ça fait trois Jeux Olympiques d'affilée qu'il est sur le podium du 50, alors que à chaque fois, il y avait quand même de très grands noms en face. Il a montré qu'il savait préparer ses rendez-vous, il mérite ce crédit-là, tout du moins sur le 50. Après, il fera partie des relais, notamment du 4x100, c'est une évidence. Mais en tout cas, on peut y courir très fort pour une médaille sur le 50, qui serait historique, mine de rien, 4 médailles sur 4 Olympiades sur la même distance. Ça montrerait une longévité absolument exceptionnelle que certains, dont ça sort, auraient aimé avoir. Maintenant, voilà. Pour moi, mon avis, c'est que il a un crédit énorme du fait de toutes les médailles qu'il a pu récolter au cours de sa carrière et de sa capacité à vraiment quasiment jamais se trouver sur les grands rendez-vous. On verra ça, on le suivra évidemment de près. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on l'a vu en forme là sur les derniers championnats de France, donc c'est plutôt de bon augure. Alice, un petit mot sur Maxime Grousset. Lui aussi, il aura fort à faire, notamment face à David Popovici sur le 100 mètres. C'est sûr que pour Grousset, ça va être compliqué d'aller chercher un titre. On sait que Popovici a amélioré ses records et est clairement le favori. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Après, il a le talent pour également. Je pense qu'un potentiel podium, c'est faisable. De toute façon, il donnera son mieux. La médaille d'or, ça paraît compliqué, mais voilà, on ne sait jamais. À la maison, il peut toujours avoir des surprises. Merci Alice. Et Lucas, concernant Mewen Tobac, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Son chrono réalisé au championnat de France, une 55-54, ça le place dans le top 10 des meilleures performances en 2024. Record de France à la clé. 3 dixièmes de mieux qu'à Fukuoka quand il a fini quatrième. Il y a aussi le 100 mètres d'eau. Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà? Sur quelle distance il aurait le plus de chance entre le 200 d'eau ou le 100 d'eau? Ouais, c'est vrai qu'il a fait des sacrés perfs au championnat de France avec le triplé 50, 100 et 200 d'eau. Je pense que sa distance de prédilection, c'est quand même le 200 d'eau. Je pense que c'est là où il aura le plus de chance. Il semblait bien quand même, comme tu l'as dit, il améliore le record de France d'une 55-54. Donc, du coup, je m'étais amusé à aller voir le podium de Tokyo sur le 200 d'eau. Le troisième, c'était le Britannique Greenbank qui a fait le chrono d'une 54-72. Donc je pense que ça se jouera forcément au moins une 54. Il faudra forcément améliorer ce chrono selon moi. Après, je pense qu'il a largement les épaules pour le faire. Il a l'air d'être sur une bonne dynamique. Et puis, mine de rien, il sera accompagné de son coéquipier, Johan Endel-Brouard. C'est toujours sympa d'être accompagné et d'être poussé par un autre. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose de beau à Paris, en vrai. Je dis qu'il peut y avoir une belle émulation entre les deux. Et tu parlais du fait il faudrait certainement nager en 1,54. On espère en tout cas que le fait qu'il signe le record de France au championnat de France, il soit pas encore à son pic de forme et qu'il soit dans une dynamique, une courbe ascendante et qu'il soit capable de faire encore mieux dans un mois. La logique voudrait ça. Après, entre la logique et la réalité, il peut y avoir des couacs, mais ça paraît logique en tout cas. Donc on suivra ça avec attention. Pour Marie Wattel, Mélanie Yannick ou Beryl Gastaldello, qu'est-ce qu'on peut attendre selon vous? Rentrer en finale serait déjà une première grosse performance. C'est des nageuses qui ont été sur le courant alternatif, parfois sur les grandes compétitions. Beryl Gastaldello a mis beaucoup de temps, par exemple, à gagner un titre européen en individuel. Maintenant, la concurrence au niveau mondial sur les épreuves sur lesquelles elle concourt est vraiment très 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 élevée. La densité est impressionnante, ça sera très très compliqué. Une médaille serait un accomplissement énorme pour n'importe laquelle de ces trois nageurs. Et s'il fallait... Vas-y, Lucas, je te laisse la parole, désolé. Ouais, pas de souci. Je suis d'accord avec Seb. Globalement, je pense que ce sera compliqué. Mine de rien, j'ai quand même envie de mettre une pièce sur Beryl Gastaldello, pardon. Sur le 50 nage libre. 50 nage libre, c'est quand même. Bon, il y a une grosse densité et on a quand même des noms qui s'imposent régulièrement, mais
le sprint, c'est quand même une distance assez pas aléatoire, mais c'est comme toujours dur d'aller s'imposer sur un sprint. Ça peut se jouer à la touche sur une petite erreur de fin. Et au France, elle m'a assez impressionné quand même. Moi, je voyais quand même Mélanie Hennig s'imposer. Et au final, Beryl s'impose et elle disait à la fin que techniquement, sa course était catastrophique tout du long. Mine de rien, on peut espérer une marge. Et il y a moyen d'aller chercher quelque chose de beau sur le 50. Très bien. Et s'il fallait signer pour une surprise, alors podium ou pas, on va pas se livrer à ce jeu-là des pronostics, mais vers qui vous vous tourneriez? Moi, je pensais par exemple à David Aubry ou Anastasia Kirpechnikova, qui disputera ses premiers jeux avec sous le drapeau français. Alice, tu as un autre nom éventuellement ou les mêmes peut-être? À peu près les mêmes. Je pense aussi que ça va être très très compliqué. Mais voilà, comme je l'ai dit pour Grousset, c'est à peu près la même chose. Une surprise est vite arrivée, surtout à Paris. Donc voilà, on espère le meilleur, mais je ne les vois pas non plus monter sur le podium malheureusement. D'accord. Donc on a quelques médaillables, mais sinon ça resterait des surprises pour tout autre nageur ou nageuse. C'est aussi votre avis, Lucas et Seb? Oui, tu parlais d'Anastasia Kirpechnikova, c'est quand même quelqu'un, ce serait une demi-surprise, parce que c'est quand même quelqu'un qui a montré beaucoup de choses au haut niveau tout de même. Ce serait une demi-surprise. Là encore, il y a aussi un petit peu de densité dans l'équipe, mais ce serait pas tant une surprise que ça de l'avoir sur le podium pour moi. En tout cas, sur le 1500 mètres nage libre. Et David Aubry qui a fait podium justement cet hiver aux mondiaux. Alors mondiaux avant les JO, on sait ce que ça représente, mais ça reste une médaille en championnat du monde. Il rentrera en finale à coup sûr pour moi, c'est certain. Maintenant, il y a Waffen, l'Irlandais, qui est au-dessus du lot, clairement. Donc, à la bagarre pour le bronze, possible. Mais ça restera très très compliqué. D'accord. Ok. Et pour ce qui est des relais, il y en aura 7 dans cette édition des Jeux Olympiques, 3 chez les hommes, 3 chez les femmes et un relais mixte. Personnellement, moi je me dis que la France, elle peut vraiment envoyer du lourd sur le 4x100 nage. Chez les hommes, à minima, en mixte également. On a Léon Marchand, Mewen Thomas qu'on en a parlé, ou encore même Johan Ndoye-Brouard pour le dos. Florent Manodou, Maxime Grousset, éventuellement peut-être même un Antoine Viqueras sur des séries en brasse. On a aussi Marie Wattel et Beryl Gastaldello chez les femmes, ou pour le mixte. Est-ce que c'est aussi votre avis, le fait que ce relais 4x100 nage, ces relais 4x100 nage, seront les meilleures cartes pour les Bleus? Ouais, je te rejoins là-dessus. Tu l'as dit, on a quand même des beaux noms à aligner. Il y a une belle densité dans les équipes de 404 nage, enfin de 4x100 nage. Je pense que c'est là où on aura les plus grandes pièces, plus grandes chances, même si j'ai envie de mettre une petite pièce aussi sur nos relais 4x100 nage libre je trouve qu'il y a une émulation, ça revient un peu. On sait qu'on a été très fort chez les hommes pendant un bon bout de temps, que ça s'était perdu un petit peu et j'ai l'impression que ça revient un peu. Donc pourquoi pas y croire, mais les plus grandes chances resteront sur le 4x100 nage. Ouais. Donc 4x100 nage en priorité, 4x100 mètres nage libre pour une éventuelle surprise ou une petite pièce. Et sur les autres relais, les 4x200 par exemple, bon, a priori c'est pas possible. Ou alors même chez les femmes. Non, c'est des relais qui sont un peu trop loin, je pense. Le 200, le 4x200, c'est vraiment quelque chose où on a eu souvent des difficultés à se placer, à avoir 4 nageurs de qualité égale. On a beaucoup de densité sur le sprint pur, 50-100. On en a moins sur le 200, donc ça rend très compliqué l'opération pour espérer quelque chose. Fait partie de ces relais qui, s'ils rentrent en finale, sera déjà un bel accomplissement. Très bien. Eh bien, merci à tous les trois. Un dernier mot sur la natation bassin avant de passer à l'eau libre aussi. S'il fallait dire un mot sur les stars de ces Jeux Olympiques, à part, on a déjà parlé de Léon Marchand, donc à part Léon Marchand, là vraiment les nageurs internationaux, sur quel nom vous me donneriez? On a pas mal de noms qui ressortent. On pense par exemple à Caleb Dressel qui s'est qualifié à nouveau il y a environ 15 jours. Il y a Cathy Ledecky qui disputera le 400, le 800 et le 1500. Elle a dit qu'elle ferait l'impasse sur le 200, et les relais évidemment. Summer McIntosh, Sarah Sjöström, bref, il y a pas mal de noms qui ressortent. Vous voyez qui
en tête d'affiche de ces Jeux, à l'issue de la semaine de natation? Et moi, je vois bien Summer McIntosh. Alors, je sais elle a que 17 ans, mais ça fait 2 ans qu'on la voit performer, 2 ans qu'elle bat des records. Pour moi, c'est elle qui va créer la surprise. Puis ça fera des euros au Canada. Donc, ouais, pour moi, ça sera Summer McIntosh. Ok. Seb, tu partages ou t'as un autre nom? Bon, pour moi, ce sera Sjöström à tous les coups, quoi. Ah ouais, les avis sont partagés. Une athlète avec une énorme longévité, qui a dominé ces dernières années sur le sprint, qui a prouvé, qui est déjà championne olympique, hein, mais qui avait été championne olympique sur le papillon. Je pense que c'est son année pour le libre, selon moi. Ouais, même pas. Je pensais que tu m'aurais cité Katy Ledecky, qui a été très forte là, ces derniers jours. Mais Sarah Sjöström, ok. Lucas, un dernier nom? Bah tiens, moi je vais te rejoindre. Moi j'ai noté Cathy Ledecky pour voilà, encore un peu plus entrer dans la légende. C'est vraiment une nageuse que j'admire et qui est monstrueuse. Sur 400, elle essaiera de prendre sa revanche sur Titmus, qui l'avait battue à Tokyo. Et après, c'est vrai qu'il y aura quand même beaucoup de concurrence, notamment avec McIntosh sur 800. Mais bon, elle est toujours là, Cathy Ledecky, on l'a bien vu encore cette année aux États-Unis. Ça restera de toute façon une des stars à suivre à coup sûr. En revanche, Emma McKeon, championne olympique du 100 mètres nage libre, a échoué à se qualifier et ne défendra pas son titre. Elle sera tout de même engagée sur le 100 pape. On part rapidement sur l'eau libre pour finir. La France a qualifié 4 nageurs, 2 hommes et 2 femmes, en finissant dans le top 13 du 10 km des mondiaux de Doha en 2024, parmi les non qualifiés, puisqu'il y en avait déjà quelques-uns qui étaient qualifiés. Marc-Antoine Olivier, Logan Fontaine, respectivement 2e et 4e chez les hommes, et chez les femmes, Caroline Jouisse et Océane Cassignol, 7e et 10e. Le premier Marc-Antoine Olivier, bon, bah, il a déjà goûté aux joies du podium olympique. Il était 3e à Rio. Malgré l'adversité, incarnée notamment par Wellbrock, l'allemand, ou Gregorio Paltrinieri, l'italien, est-ce que vous le voyez en mesure de faire mieux cet été? Il est en forme, c'est une évidence. Il vient de faire les championnats d'Europe. Il a reparti avec 3 médailles, dont 2 médailles d'argent individuelles. Lui aussi, comme je disais tout à l'heure, pour Florent Manodou, c'est quelqu'un qui sait préparer ses rendez-vous sur objectif. C'est quelqu'un qui sera là, selon moi, sans l'ombre d'un doute. Alors, après, on va tout jouer sur une épreuve, donc c'est un peu plus compliqué, bien sûr, mais il y a largement le potentiel pour une médaille. Et qu'est-ce qu'on peut attendre des 3 autres, rapidement? Emmagasiner un peu plus d'expérience. Logan Fontaine a de l'expérience, mais je pense que sur ce genre de course, il sera un peu juste pour vraiment se mêler à la bataille pour le podium. Quelqu'un qui va finir dans le top 10, je pense, sans aucun doute. Pour ce qui est des femmes, elles ont été un peu décevantes sur les championnats d'Europe, justement, où il y a eu quelques espoirs, quelques risques pris sur la stratégie de course, notamment. Ça n'a pas payé. Je pense qu'elles savaient un petit peu que ce serait un petit peu limite, mesuré au sprint aux meilleures nageuses. Donc, elles seront vraiment là, je pense, plus pour l'expérience que pour autre chose. Très bien. Un petit mot, 2 minutes pour finir. Je voulais qu'on revienne un peu sur les polémiques là sur l'eau libre. Moi, je vous cache pas que j'ai un peu du mal avec toutes ces polémiques parce que bon, évidemment, ça revient à 30 jours du début des Jeux. Mais bon, voilà, pour moi, c'est logique en fait. La qualité de l'eau, on sait que la Seine, c'est pas les Maldives. Et encore, les Maldives, c'est pas non plus génial par endroit. Mais voilà, c'est logique que la météo, on la connaît sur la région parisienne ces derniers mois. Et puis surtout, moi, ce qui me dérange, c'est que les nageurs et les triathlètes sont habitués à nager dans des eaux pas forcément propres. Le directeur de l'équipe de France d'eau libre l'évoquait il y a un an justement, il disait en substance qu'il n'était pas du tout inquiet par rapport à ça, que les nageurs avaient déjà nagé dans bien pire, avec ok potentiellement des symptômes digestifs après. Je dis pas que c'est louable, hein, mais on pense aux Jeux de Tokyo dans la baie d'Odaiba, la qualité de l'eau elle était très mauvaise, mais le sujet il avait été étouffé par la presse parce que ça intéressait pas les Japonais, et là je ressors les mots du directeur de l'équipe de France. Moi, je me souviens à Rio, ça avait vraiment fait jaser le bassin de Deodoro parce que pour le coup, c'était des toilettes à ciel ouvert. Là où je me dis quand même, j'ai des réserves, c'est la stratégie adoptée de dire ok, on se réfère à la météo, on entend en ce moment, là oui, c'est très mauvais, mais ça ira mieux cet été. Enfin, se dire on est aux Jeux Olympiques et
on se base seulement sur la météo, c'est vrai que ça, c'est pas hyper pro. Mais bon, pour moi, c'est pas une vraie polémique. Voilà. Vos avis très rapidement? Ouais, je te rejoins, c'est chiant, quoi. En fait, ça fait une polémique de plus plutôt que de se réjouir de ces jeux. Comme, comme tu le dis, à Rio, clairement, ça paraissait nettement plus sale. Enfin, c'était des égouts. Et la plupart des nageurs, je pense à Logan Fontaine, il me semble que c'est lui qui en avait parlé, qui disait que ça ne l'inquiétait pas du tout. Et enfin, voilà, quoi. C'est une polémique pour en faire une, j'ai l'impression. Et je me demande si à Rio, la qualité de l'eau était aussi. Mince, est-ce qu'elle était autant contrôlée? Parce que quand on voit l'état de la baie de Rio et que là, on en fait tout un sketch pour la scène, je me dis que je sais pas s'ils ont changé les règles, mais c'est infernal, quoi. Ouais, c'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas la réponse, mais on peut se le demander. Allez, on change de cadre puisque de la piscine et de la scène, on passe au gymnase. Il est l'heure pour nous d'évoquer le volley, sport pour lequel les équipes de France auront des objectifs diamétralement opposés. Les hommes vont courir après un doublé qui sera évidemment historique dans leur histoire, alors que les femmes, pour lesquelles je vous propose de débuter, feront, elles, leur début, leur premier pas aux Jeux Olympiques. Vous l'avez bien entendu, ça fait 60 ans cette année que le volley est entré au programme olympique et jamais les Françaises n'y avaient participé. Et donc elles doivent leur participation à ce statut de pays hôte de la France qui leur attribue automatiquement un quota et qui les a épargnés d'un périlleux parcours de qualification. Le moins qu'on puisse dire là-dessus, c'est que les Françaises ont hérité d'un tirage assez redoutable et qu'elles auront très fort à faire. Alice, je te laisse l'honneur de nous parler un petit peu des équipes qu'elles vont affronter. Comme tu l'as dit, elles ont la chance de faire partie de ce tournoi olympique, mais ça va être très 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 compliqué. Les trois adversaires qu'elles auront dans leur poule, c'est un peu la poule de la mort avec la Serbie, la Chine et les US. La Serbie qui a terminé deuxième à Rio, troisième à Tokyo, la Chine vainqueur à Rio et les USA vainqueurs à Tokyo. Ça paraît très très compliqué pour les Françaises. Donc voilà, je pense qu'elles donneront leur maximum, pardon, mais que ça va être très compliqué pour elles. Ouais, il y a la Serbie. D'ailleurs, la France a battu la Serbie là il y a quelques semaines, mais on y reviendra. C'était sans les joueuses cadres qui seront alignées au JO. Seb, si on se base sur ce que vient de nous dire Alice, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'une qualification relèverait de l'exploit. Malgré tout, est-ce que tu les vois gagner ne serait-ce qu'un match, ce qui serait déjà une belle performance? Alors, donc, comme tu viens de le dire, elles ont battu la Serbie en Ligue des Nations. C'était une belle performance puisque c'était leur première Ligue des Nations. Et elles ont récolté 2 victoires pour 10 défaites, dont l'une de ces victoires contre la Serbie. Alors oui, effectivement, il manquait des joueuses cadres pour la Serbie, mais on a peut-être le sentiment que cette équipe de la Serbie, justement, est un petit peu en fin de cycle. Pas forcément dans les meilleures dispositions. En tout cas, s'il y a un match qu'elles sont susceptibles de gagner au JO, c'est celui-là. C'est clair. Et avec le système de 3 poules de 4, ce pourrait être une victoire qui suffirait pour une place de meilleur troisième, éventuellement. On s'avance un peu, bien sûr, hein, mais en tout cas, l'opportunité de victoire réelle, ce sera celle-là. Je pense que les deux autres adversaires sont bien au-dessus. Ça ne devrait pas vraiment faire illusion. Mais l'objectif est vraiment tout autre pour les Françaises qui sont là en tant que pays hôte, mais qui n'ont pas volé leur sélection, hein, qui ont depuis 2 ans une progression qui est assez fulgurante, qui ont gagné les 2 premiers trophées de l'histoire du volley féminin français. L'équipe est maintenant bien implantée, bien solide, organisée. Donc pour elles, maintenant qu'elles commencent à se frotter au niveau mondial avec la Ligue des Nations, elles vont continuer en cette voie pour une progression future. Tu évoques à très juste titre la progression de l'équipe. Il y a une stat qui est assez folle, c'est que lors de la prise de fonction du sélectionneur belge Émile Rousseau en 2018, les Bleus, elles étaient 44e mondiale. Aujourd'hui, elles sont 19e mondiale, elles ont même été 17e l'été dernier. Donc ça montre vraiment, enfin ça illustre pleinement cette progression. À citer le fait que la France avait gagné ses 2 premiers titres, la Ligue européenne et la Challenger Cup en 2022-2023. Il y avait également un quart à l'Euro en 2021. Maintenant, ça leur a permis, tu l'as dit, de jouer la Ligue des Nations, la première fois de son histoire. Le bilan, il est plus contrasté, forcément, parce que là, on a passé un cran au-dessus. 2 victoires, 10 défaites, 2 victoires contre la Bulgarie et la Serbie. Qu'est-ce qui leur manque encore pour grimper un peu plus dans la hiérarchie et dans le très haut niveau mondial?
plus de constance, enfin, plus de présence au haut niveau. Les deux compétitions qu'elles ont gagnées, la Golden European League, donc, qui est la seconde compétition européenne et mondiale, et la Challenger Cup, qui leur a offert leur billet d'entrée pour la Ligue des Nations. Ce ne sont pas des compétitions qu'elles ont disputées contre des équipes qui seront au JO pour la plupart. Maintenant, elles ont goûté au niveau pour la première fois. Elles sont assurées de rester en Ligue des Nations l'année prochaine, du fait du changement de formule de la compétition, et elles vont disputer les JO. Le fait d'avoir ces 2 années pleines au très haut niveau, on devrait voir quelque chose, je pense, de bien plus satisfaisant sur le prochain Euro en 2025, qui sera en fin d'été 2025, sachant qu'elles ont fait quart de finale aussi en 2023 à l'Euro. Je pense que ce sera pour le prochain Euro en 2025, ce sera de potentielles candidates à une médaille, parce qu'elles auront eu ces 2 années de travail ensemble, et parce qu'elles auront eu ces 2 années à vraiment se frotter au très très haut niveau, et même si elles ont pris quelques lourdes défaites en Ligue des Nations, ça fait bosser, ça fait augmenter le niveau sans aucun doute. Donc on est un peu sur la même trajectoire que l'équipe de France de hockey sur gazon chez les femmes, dont on avait parlé il y a quelques semaines avec Eve Verzura, qui progresse année après année, mois après mois, mais qui a encore un cran à passer pour jouer au plus haut niveau. Et donc tu le dis, en fait, la répétition des matchs, ça va les aider à progresser. Donc pérenniser leur place dans les compétitions internationales, ce sera fondamental. Alice, un mot peut-être sur les joueuses qu'il faudra surveiller côté français? Eh ben, il y a Elena Cassot qui a joué la finale de la Ligue des champions féminines avec Milan, qui est une des très grandes joueuses de cette équipe. Juliette Gélin qui était meilleure libéro de Liga. Et voilà, Lucille Guiquel également, qui joue en Turquie et qui a une qui est une très grande qui est une très grande joueuse de cette équipe. Donc voilà, il y a des grosses individualités. Maintenant, il faut qu'elles jouent ensemble, qu'elles jouent bien et on verra ce que ça donne. Oui, Lucille Giquel, qui est d'ailleurs la sœur de Solène, sauteuse en hauteur pour l'athlétisme, en athlétisme, et qui est meilleure marqueuse en Ligue des Nations cette année côté français avec 116 points. Donc effectivement, je te rejoins là-dessus. On espère en tout cas que les Françaises feront honneur à leur place aux Jeux Olympiques et que cette expérience, on l'a dit, leur permettra de progresser afin de pérenniser leur place dans les compétitions internationales. Pour les garçons, l'enjeu sera tout autre en revanche, puisque les successeurs de la Team Yavbouk, qui ont replacé le volley français parmi les grandes nations au milieu des années 2010, et dont d'ailleurs certains cadres sont encore présents, est devenue entre-temps championne olympique et même championne olympique en titre. On s'en souvient, les Bleus l'avaient emporté contre les athlètes de Russie, au terme d'un scénario assez rocambolesque. Ils menaient 2-0 avant d'être pris 2-2 et de s'imposer au tie-break. Depuis, l'équipe de France a remporté la Ligue des Nations en 2022, mais les Français ont toujours échoué en quart ou en demi à l'Euro, 4e en 2023 ou même au championnat du monde, 5e en 2022. D'où la question, en fait je pense que cette question elle s'impose, est-ce que vous voyez les Bleus comme favoris, parmi d'autres, hein, à leur propre succession cette année? Favori, c'est peut-être un peu fort, on va dire. C'est un tournoi à 12. Un seul favori, c'est pas possible, clairement. Les Bleus sont candidats à une répétition, c'est indéniable. Mais les dernières années ont prouvé qu'ils n'étaient pas les rois totalement du monde. Ils ont échoué à l'Euro 2 fois, une fois très lourdement d'ailleurs, ce qui a coûté la place au sélectionneur qui avait remplacé Laurent Tilly. Ils ont échoué au championnat du monde, de peu, mais ils ont échoué. Alors, ils ont gagné la Ligue mondiale, c'est vrai, en 2022. L'an dernier, ils étaient déjà moins flamboyants dans cette compétition. Ils ont échoué en quart de finale. Et cette année, les performances ont été un peu trop aléatoires pour qu'on puisse dire qu'ils sont vraiment favoris. Alors, ils disputent actuellement la Ligue des Nations. On peut signaler dans cette campagne de belles victoires contre l'Italie ou les États-Unis. Alors, c'est des équipes qui sont mieux classées que la France. Donc ça conforte le fait que tu dis qu'ils ne sont pas forcément les favoris. La France, elle est 7e mondiale. Mais il y a également aussi des défaites un peu plus surprenantes, comme contre Cuba. Alors, c'est une très belle équipe, Cuba, et très beau pays avec un très beau pays de volley avec une vraie tradition, mais c'était surtout dans les années 90. Malgré tout, ça reste une équipe qui, sur le papier, est censée être inférieure aux Bleus. Je me pose la question, donc, si tu as suivi cette Ligue des Nations, Seb,
Quelle analyse en fait de ces résultats? Quelle a été en fait la logique du sélectionneur pour aligner ces joueurs? Est-ce qu'il a oscillé entre une équipe A, une équipe B? Est-ce qu'il y a eu justement cette alternance ou au contraire, est-ce qu'il s'est dit vraiment l'objectif pour moi, pour nous, c'est les Jeux Olympiques. Donc pour l'instant, en fait, la Ligue des Nations, c'est une préparation, rien de plus. Le sélectionneur a tenté de concerner un maximum de joueurs pendant cette Ligue des Nations. Le sélectionneur, donc, Andrea Gianni, est quelqu'un de très expérimenté, et en plus qui a su, dès son arrivée, emporter l'adhésion du groupe. Maintenant, il connaît parfaitement ses joueurs, il connaît parfaitement leurs qualités. C'est pour ça qu'il a ouvert le groupe au maximum pendant la Ligue des Nations. Maintenant, donc, il va falloir bien sûr faire le choix de qui l'emmènera au JO, mais je pense que là-dessus, je lui fais entièrement confiance. Je pense que ça ne posera pas de problème. On prendra la meilleure équipe possible. En ce qui concerne la Ligue des Nations, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder aux résultats. La France est qualifiée en quart de finale. Elle affrontera ce vendredi l'Italie en quart de finale, pour une revanche des quarts de finale des derniers mondiaux. Les phases finales se tiennent ce week-end, donc en Pologne, mais il y a quand même pas mal d'équipes qui n'ont pas envoyé leurs meilleurs éléments, notamment les États-Unis dont tu parlais, l'Argentine qui avait été brillante au JO de 2021, qui ont eu des performances en retrait parce qu'ils n'ont pas tout misé sur cette compétition. Pour la France, ça a vraiment servi de catalyseur pour monter en tension et pour vraiment emmagasiner un maximum de matchs avant les Jeux Olympiques, sachant que la dernière impression qui était laissée, c'était la 4e place très décevante à l'Euro 2023. Je pense que le sélectionneur a fait tout ce qu'il pouvait pour faire monter progressivement le groupe en tension, et ce week-end, pour les phases finales, on verra déjà peut-être un peu plus que cette équipe a dans le ventre. Merci beaucoup, Seb. Alors, tu évoques justement le quart de finale à venir et les phases finales contre l'Italie et puis ce week-end. Pour rien vous cacher, à l'heure où on enregistre, on ne connaît pas encore les adversaires des Bleus puisque le tirage au sort est prévu le 28 juin. Euh, Quand vous écouterez ce podcast, on les connaîtra, mais à l'instant T, c'est pas encore le cas. Malgré cela, on connaît déjà les équipes qualifiées pour les Jeux, lesquelles vous semblent les plus redoutables. T'évoquais l'Italie qu'on rencontrera et contre laquelle on a perdu, on a gagné, autant pour moi. Euh, à part ces équipes, quelles équipes on peut citer parmi les équipes qualifiées, évidemment? Moi, je serais vraiment restée sur l'Italie aussi. C'est leur seul gros titre qu'ils n'ont pas dans les années récentes. Ils ont gagné l'Euro en 2021, les Mondiaux en 2022. Donc, ouais, moi, je mettrais une pièce sur l'Italie. Je pense qu'il ne faut pas écarter les Américains, selon moi. C'est une équipe qui a l'habitude des grandes compétitions internationales. Mais si vraiment je devais mettre une pièce sur quelqu'un, je pense que je mettrais une pièce sur la Pologne sans hésiter. Merci, merci à tous les deux. Dernière question avant de passer au sport suivant. Euh, un joueur, la même question que pour les femmes, est-ce que s'il fallait retenir un joueur ou deux, une individualité qui ressortirait, vers qui on se tournerait? Moi, enfin, beaucoup de monde, bien sûr, attend de savoir ce qui se passe avec Erwin Ngapet, qui est légèrement blessé, et on va voir s'il revient pour les phases finales de la Ligue des Nations, qui sera préservé en vue des JO. Mais pour moi, le joueur vraiment à suivre, ce sera Antoine Brizard, qui est un petit peu le moteur et l'âme un petit peu de l'équipe, euh, de par son rôle déjà, mais surtout, il a une mentalité sur le terrain qui est irréprochable, je pense. Et c'est le fait qu'il ait été au top, notamment sur les JO de 2021, a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour le titre olympique de la France. Eh bien, merci. Et il nous reste 3 sports à aborder avant de conclure ce numéro. Je vous propose donc de passer au trampoline. Autant vous le dire d'emblée, ça ne sera pas le plus compliqué dans la mesure où le format est très simple, une épreuve masculine et une épreuve féminine, ni plus ni moins, et que la France n'enverra qu'un représentant dans chacune d'elles. Alors, on va quand même présenter le format, et là je laisse la main aux spécialistes. Quand il s'agit de format, Lucas, c'est à toi. Ouais, donc pour le trampoline, tu l'as dit, une épreuve individuelle masculine, une épreuve individuelle féminine. 16 femmes et 16 hommes. Les 8 premiers lors des qualifications rejoignent la finale. Donc sur le trampoline, il y a 2 passages, une routine qui va être imposée, puis une routine qui va être libre. On va faire l'addition des 2 notes et on obtient le classement. Et pour la notation, pardon, les juges ils vont être attentifs à la réalisation des figures, à la difficulté, mais aussi au temps de vol, c'est quand même relativement important en trampoline.
Et comme en gymnastique, il y a une note d'exécution et une note de difficulté qui est calculée sur la complexité des figures. De toute façon, c'est deux disciplines qui se ressemblent qui sont assez proches. Voilà pour le format rapidement. Merci Lucas. On comprend bien qu'il faut un œil avisé pour bien suivre. Nous aurons donc deux représentants, un homme et une femme. Côté féminin, on aura une habitude des compétitions internationales puisqu'il s'agira de Léa Labrousse. On peut parler d'une certaine manière de précurseur de son sport en France, dans la mesure où elle a à son palmarès en individuel un titre, une médaille d'or aux Jeux européens en 2019 et une médaille d'argent au Championnat d'Europe en 2021, ce que jamais encore une Française n'avait réalisé. Puis d'ailleurs, cette année, à nouveau une nouvelle médaille, et une médaille d'argent, et entre-temps, elle a goûté aux joies du bronze en 2022. Donc son palmarès, il est également bien rempli en trampoline par équipe et en trampoline synchronisée, même si ce format ne sera pas au programme olympique. Oui. Et les Bleus, menés par Léa Labrousse, justement, sont devenus championnes d'Europe par équipe cette année, au Portugal, à Guimarães, et vice-championnes d'Europe en synchronisé, donc Léa Labrousse et Marine Jubert, qui représentaient d'ailleurs la France aux Jeux en 2016. L'occasion peut-être, Seb, de dire un mot sur ces derniers championnats d'Europe en avril. Les Français ont terminé parmi les top nations avec le Portugal et le Royaume-Uni, voire même, si tu veux, revenir un petit peu sur les derniers mondiaux fin 2023. Ces deux compétitions, les mondiaux et les championnats d'Europe qui ont eu lieu récemment, ont prouvé que l'équipe de France avait vraiment acquéri dans cette discipline une densité remarquable, vraiment, qui fait que les Bleus ont pu briller par équipe sur ces deux compétitions. On rappelle quand même que les Français, les hommes sont champions du monde par équipe, les femmes sont vice-championnes du monde par équipe, ce qui est quand même incroyable pour le trampoline français, ce qui marque une progression absolument extraordinaire. Maintenant, le problème principal qui se pose, comme tu l'as dit, c'est que quand on parle de Léa Labrousse, par exemple, on se rappelle clairement de ces médailles mondiales et qui ont eu lieu par équipe ou qui ont eu lieu en synchronisé. En individuel, il y a Léa Labrousse, Pierre Gouzou sont donc allés chercher l'argent au dernier championnat d'Europe. Maintenant, est-ce que au niveau mondial et donc olympique, ils seront en mesure de répéter cela? Ça reste quand même très très incertain, je pense. On n'avait pas vraiment de doute sur leur capacité à tous les deux à performer au championnat d'Europe, au niveau européen. Peut-être que le niveau mondial sera un tantinet trop haut. Tu parles de Léa Labrousse, je laisserai Lucas s'exprimer sur Pierre Gouzou éventuellement, mais qu'est-ce que tu lui souhaites en tout cas? Est-ce que on peut viser une place en finale, un top 5 ou pas? Une place en finale, oui. Une place en finale, oui, c'est sûr. Pour moi, c'est une évidence. Le top 5, ce serait un très bel accomplissement. Selon moi, ça marquerait définitivement la progression, non seulement de sa part, mais aussi du trampoline français dans sa globalité sur les dernières années, je pense. C'est un résultat que si je le voyais, moi, ce serait tout à fait remarquable de mon humble avis. Eh bien, on peut lui souhaiter déjà ça. Chez les hommes, Pierre Gouzou, lui, il a décroché sa qualification grâce à son titre de vice-champion d'Europe au Portugal. Alors, il était en concurrence en interne avec les autres Français avec lesquels il était devenu champion du monde par équipe l'an dernier, donc Alan Morant, qui était présent à Tokyo, Morgan Demiro, Odemiro et Julien Chartier. Je vais laisser Lucas approfondir afin d'évoquer ses chances à Paris, même si on a compris à t'écouter que probablement on ne le verrait pas sur le podium. Oui, c'est ça, c'est un peu au même titre que Léa Labrousse. Au niveau européen, il est en train de se construire quand même un beau palmarès, même en individuel, tandis qu'au niveau mondial, ça reste très intéressant en par équipe, mais individuellement parlant, c'est plus compliqué. Une place en finale, ce serait une belle perf au championnat du monde en 2023. Bah, au même titre que Léa Labrousse, il ne passe pas en finale, si je dis pas de bêtises. Et tu en as parlé pour la concurrence avec Alan Morant, ça fait quand même 2 ans que du coup il lutte pour se qualifier. Il l'a brillamment fait en dépassant petit à petit Alan Morant, qui est quand même des champions du monde en 2022. Donc mine de rien, il a énormément progressé, ça on peut pas lui enlever.
Mais voilà, une place en finale, ce serait bien. Et ensuite, en finale, les cartes sont rabattues, mais on sait que le podium, voilà, ça paraît pas atteignable tout de suite. Du moins pas cette année, quoi. Merci Lucas. On sera déjà heureux d'avoir 2 trampolinistes engagés. Un dernier mot sur le trampoline. Est-ce que, Seb, par exemple, est-ce que tu as une idée de pourquoi le trampoline est au programme olympique et non le tumbling alors que ça dépend de la même fédération et alors que les compétitions sont intégrées au même, enfin, les 2 disciplines sont intégrées aux mêmes compétitions, par exemple, le tumbling concourt au championnat du monde de trampoline. Est-ce que ça peut être vu par certains, comme une injustice? Je pense notamment au fait qu'on ait une Française, Candy Brière-Vétillard, qui est championne du monde de tumbling. Donc là, je suis un peu mon rageux français, mais qu'est-ce qu'on peut en penser de ça? Rapidement. C'est ton esprit chauvin qui parle un petit peu, c'est normal. Effectivement, Camille Briard est une des meilleures spécialistes mondiales et je pense qu'on ne poserait même pas la question si elle ne l'était pas. Malgré tout, le trampoline, donc, c'est pas vraiment une discipline qui pèse au niveau mondial, surtout avec tous les changements qu'il peut y avoir et les sports qui tentent de rentrer. Beaucoup de sports tentent de rentrer. Il y aura beaucoup de sports nouveaux à Los Angeles, par exemple, sports qui vont disparaître aussi. Je pense que le trampoline est pour l'instant dans une phase où il est plutôt heureux de garder sa place, ne serait-ce qu'avec ces 2 épreuves, avant d'espérer gagner quelque chose. C'est sûr que je pense que, par exemple, le tumbling, avant de faire rentrer le tumbling au JO, il faut rentrer la compétition par équipe, c'est mon avis. Mais encore une fois, ouais, nous on voit ça sous le prisme de dire c'est dommage parce que on a une Française qui est très forte. Effectivement, Candy Brière-Vétillard domine la discipline. Si elle était là, peut-être une médaille en plus. Peut-être qu'on manque un peu d'objectivité sur ce sujet-là. Après, le tumbling, de ce fait, est aux Jeux mondiaux, compétition qui regroupe les sports non olympiques euh, et qui sert en général, parfois en tout cas, d'antichambre. Ça a été le cas par exemple pour le karaté. Si personne ne souhaite rajouter quoi que ce soit, je vous propose on reste dans les disciplines de la gymnastique pour évoquer cette fois-ci la gymnastique rythmique. Là encore, on aura 2 épreuves seulement, mais à la différence du trampoline, la GR est un sport exclusivement féminin. La France sera présente dans les 2 épreuves, en individuel grâce à Hélène Karbanoff et en équipe. Petite précision importante même, la France disposait d'un quota en tant que pays hôte par équipe, mais elle n'a même pas eu à l'utiliser, les Françaises ayant obtenu leur qualification sur place, sur le praticable, en terminant 7e des qualifications des mondiaux l'été dernier à Valence, donc suffisant pour se qualifier. C'est aussi le cas pour Hélène Karbanoff en individuel, 13e des qualifications l'an dernier. Et donc il faut remonter à Rio en 2016 pour retrouver la trace d'une Française au jeu, en l'occurrence c'était Ksenia Mustafaeva qu'on connaît bien. Lucas, c'est à nouveau ton moment, je vais te laisser nous présenter le format des épreuves à Paris. Bah allez, c'est parti. Donc pour la gymnastique rythmique, pour rapidement définir, c'est un peu comme un mix de la gymnastique artistique et de la danse classique. Donc il y a 2 concours, comme tu l'as dit, individuel et un par équipe. À savoir que dans la gymnastique rythmique, les gymnastes utilisent des engins. Donc on va retrouver le cerceau, le ballon, le ruban et les massues. Lors de l'épreuve individuelle, chaque gymnaste vient réaliser 4 passages avec un engin différent à chaque fois, sachant qu'un passage dure environ entre 1 minute 15 et 1 minute 30. Sur l'épreuve par équipe, on va retrouver des équipes composées de 5 gymnastes. Chaque team va aussi venir présenter plusieurs passages, donc là il y en aura 2, en utilisant plusieurs engins en même temps. Et on présente des passages entre 2 minutes 15 et 2 minutes 30. Et les juges pénalisent lorsque le temps n'est pas respecté. Pour la notation, encore une fois, hein, c'est globalement en gymnastique, c'est souvent la même chose, une note de difficulté et une note d'exécution, où on va prendre en compte les combinaisons, les rotations, l'utilisation de l'engin, etc. Voilà. Alors, merci Lucas, on va pas se mentir, ça risque d'être très compliqué pour les Bleus. En individuel, la hiérarchie, elle est déjà bien installée, notamment avec une Allemande, 6 fois championne du monde, ou l'Italienne Sofia Raffaelli. Idem en équipe où les Françaises ne partent pas favoris. 9e au championnat du monde l'an dernier, 10e au championnat d'Europe cette année. J'imagine que la finale, c'est déjà un bel objectif. Est-ce que vous voyez de ce fait un meilleur résultat, éventuellement un top 5 par équipe, ou même pour Hélène Karbanoff? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à nos Françaises?
Ça fait partie de ces sportifs qualifiés pour les JO qui seront ravis d'être là. Pour qui c'est déjà une grosse perf. Je pense surtout à Hélène Karbanov en individuel. C'est une grosse perf de s'être qualifiée pour les JO, mine de rien. La gymnastique rythmique, la dernière fois, on parlait de la natation artistique, par exemple. Ça fait partie de ces sports qui ont mauvaise réputation par le fait que souvent été accusés d'être sclérosés au niveau de la hiérarchie, au niveau des notes, au niveau des manières de noter, et dans lesquelles les Français, notamment, entre autres, pas que, n'avaient que peu de chances vraiment d'atteindre le très haut niveau mondial. Je pense que c'est un peu moins vrai pour la natation artistique, mais c'est toujours un peu vrai pour la gymnastique rythmique. Et à ce titre-là, que ce soit les Labrousse ou l'ensemble français, effectivement, si elle rentre en finale, ce sera une très très grosse performance. Il ne faudra pas galvauder ça, parce qu'on sera avide de médailles, bien sûr, comme dans tous les sports. Mais si les deux rentrent en finale, ce sera une très 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 belle performance. Très bien. Le groupe qui les accompagnera, enfin le groupe qui accompagnera Hélène Karbanov n'est pas encore connu, mais on peut raisonnablement penser à des filles comme Manel Inao ou Lodzea Villarino par exemple. De toute façon, vous pourrez retrouver l'annonce de la sélection sur Nico du Sport, comme à chaque nouvelle annonce du CNOSF. Si personne ne souhaite ajouter quoi que ce soit, je pense qu'il est temps d'aborder le dernier sport au programme de ce numéro. Et alors là, on change complètement d'univers puisque nous allons parler d'haltérophilie. L'équipe de France emmènera un contingent de 4 haltérophiles et j'ai la sensation qu'il s'agit de la délégation la plus forte, aussi loin que je m'en souvienne en tout cas. Il faut remonter à 2008 pour retrouver la trace d'une médaille bleue. À l'époque, il s'agissait de Venceslas Debaya en 69 kg. Depuis, certains sont passés proches, par exemple Gaël Nayo Kechanke 5e à Tokyo, ou Dora Chakunte 4e à Tokyo également, et qui sera d'ailleurs présente cet été. Là, hormis donc Dora Chagunte, la France sera représentée par Bernardin King-Matam, qui était déjà présent à Londres, à Rio et à Tokyo. Et puis surtout Romain Imadouchen, champion du monde de l'épaulé jeté en 2022 en moins de 96 kg. Marie-Joseph Feg, qui représentait elle, le Cameroun dans les années 2010 et qui est désormais sous bannière française et qui a fait le triplé arraché, épaulé jeté et total olympique aux championnats d'Europe en 2022 et en 2023. Donc avant de rentrer dans le détail des défis qui attendent nos Bleus, on va voir qu'il y a une petite subtilité. Que t'inspire cette sélection, Seb? Alors, on est vraiment allé à l'essentiel avec cette sélection. Là, autant on a discuté de discipline où c'était important d'amener des sportifs pour leur faire quand même magasiner de l'expérience, pour voir pour la suite, pour dans son objectif de progression. On a quand même là quatre haltérophiles rompus qui ont déjà gagné des médailles, voire des titres pour certains, donc qui peuvent légitimement, pas forcément prétendre à une médaille, mais à une vraie bonne performance sur ces Jeux Olympiques. Là, il n'y a pas eu d'objectif ultérieur où la fédération est des fois dans un objectif de développement des athlètes, etc. Là, on envoie 4 athlètes, donc qu'on sait solides et qu'on sait exactement ce qu'ils vont nous apporter sur place. Alors la particularité en revanche pour Imadouchen et Feg, c'est que leur catégorie habituelle, respectivement les moins de 96 et les moins de 76 kg, ne sont pas au programme olympique et donc les deux seront engagés en moins de 89 et moins de 71 kg. C'est un changement qui peut paraître anodin mais qui ne l'est absolument pas. Imadouchen s'est d'ailleurs testé dans cette catégorie lors des mondiaux en 2023 et résultat, 4e sur l'épaulé jeté, 7e sur l'arraché, donc c'est déjà une belle adaptation je trouve. Même s'il était déçu, il espérait un podium sur l'épaulé jeté. Est-ce que toi tu vois ce changement de catégorie comme un obstacle supplémentaire ou au contraire tu te dis que c'est un challenge d'autant plus motivant? Ni l'un ni l'autre d'une certaine façon. Je pense que c'est bien qu'il soit testé aux mondiaux, justement, pour parler de Romain Madouchen. Mais effectivement, comme je disais, ça n'aurait pas été rendre service à peut-être un haltérophile moins expérimenté que de l'envoyer au feu sur une catégorie qui n'est pas la sienne. Là, on tient deux exemples d'haltérophiles expérimentés qui ont dû s'adapter donc à cette contrainte. Mais je pense que c'est pas, pour eux, c'est pas extraordinaire, je pense, dans leur façon de préparer, quoi, pour moi. Ils voient pas la médaille olympique pour n'importe quel des 4 haltérophiles français, de toute façon, sera un objectif, sera un challenge.
un vrai challenge. Donc, heureusement, on sait ces contraintes-là depuis longtemps. Ils ont le temps de se préparer, ils ont le temps de se tester. Donc, c'est pas plus un challenge que le reste. C'est l'ensemble dans sa globalité, la compétition dans la globalité sera un challenge pour faire retrouver un petit peu quelques lettres de noblesse à l'haltérophilie française. Il n'a pas souvent brillé aux Jeux Olympiques, clairement, comme tu le disais, ça fait 16 ans qu'on attend une médaille. Et avant cette médaille-là, ça fait déjà un moment qu'on l'attendait. Donc, pour moi, c'est pas, c'est pas très, très contraignant, je pense, pour ces athlètes-là qui sont vraiment rompus au très, très haut niveau. Moi, je me dis vraiment qu'on a la sensation que l'équipe, elle est ultra motivée par cette échéance. Après, tu me diras, ça paraît logique, parce que c'est les Jeux Olympiques à la maison. Mais en fait, ce qui me fait dire ça, c'est qu'à part l'épreuve de Coupe du Monde de Phuket récemment, où Marie-Joseph Feg a terminé deuxième, en fait, Marie-Joseph Feg et Romain Imadouchen, on les a pas vraiment vus en compétition. Les deux n'ont participé uniquement à la pesée lors des championnats d'Europe de Sofia en début d'année en Bulgarie. Et Romain Imadouchen a renoncé à Phuket, ne validant que la pesée également. Officiellement, il s'agissait de blessures, mais j'imagine qu'à quelques mois des Jeux, c'est sans doute un principe de précaution qui est poussé à son paroxysme pour arriver dans la meilleure des formes à Paris. Donc je sais pas ce que t'en penses, Seb, mais pour ma part, moi, ces forfaits m'ont pas du tout inquiété, bien au contraire, je les prends comme une preuve d'une ambition extrêmement haute. Oui, absolument, absolument. Il n'y avait aucune raison de tout risquer sur ces compétitions-là, en une année olympique, clairement. Euh, Ils ont pris ces décisions-là au moment de la compétition en fonction de leur forme du moment. C'est pas c'est pas dérangeant pour moi. Je pense que ils savent où ils vont. Encore une fois, c'est l'avantage d'avoir des haltérophiles expérimentés qui ont déjà bourlingué à haut niveau. Euh, il y a pas de raison de s'inquiéter de ça, je pense. Les dernières nouvelles d'ailleurs sont, de ce que j'en ai vu moins, assez rassurantes sur l'état physique de tout le monde. Donc pour moi, c'est pas vraiment un sujet pour moi. Un mot également sur Dora Chakunte, elle a sensiblement élevé son niveau depuis les Jeux de Tokyo où elle a fini à une très belle quatrième place avec 213 kilos soulevés au total. À Phuket, elle a soulevé 224 kilos, donc elle a explosé le record de France de 8 kilos au passage. Le problème, c'est que si son niveau a augmenté, bien sûr, le niveau global a considérablement augmenté lui aussi chez ses concurrentes. À Tokyo, pour qu'on s'en rende compte, la taïwanaise Kuo était hors de portée avec 236 kilos soulevés, et l'argent s'est joué à 217 kilos, presque 20 kilos de moins et seulement 4 kilos de plus que Chakunte. C'était d'ailleurs Paulina Gourieva sur laquelle nous avons consacré un article le mois dernier, elle a apporté la première médaille de son pays au Turkménistan. Là, très concrètement, avec 224 kilos, elle n'est que 9e des qualifiés dans sa catégorie. Donc, est-ce que tu la vois réitérer une performance surprenante, sachant que le podium se jouera sans doute au niveau ou au-delà de 230 kilos. Donc, il va falloir encore monter d'un échelon. C'est vrai que ça va être compliqué, hein. Là, elle est dans une catégorie vraiment où il y a eu beaucoup de progression de beaucoup d'haltérophiles en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines catégories, mais elle est vraiment dans une catégorie compliquée, effectivement. Je pense que ça risque d'être avec 4 ans, avec 3 ans de plus, en l'occurrence, parce que c'était en 2021, ça risque quand même d'être compliqué. Maintenant, forcément, le fait qu'elle ait explosé son record est un très bon signe. Alors, est-ce que ce record était trop bas de base et elle a saisi une belle opportunité pour le faire augmenter d'un coup spectaculairement, ou est-ce qu'elle est vraiment à son maximum? J'espère la première, je pense la seconde. Merci beaucoup, Seb. Pour Marie-Joseph Feg, en revanche, si on prend les 253 kilos qu'elle a soulevés l'an dernier au championnat d'Europe, ça la place 4e parmi les engagés, mais c'est à prendre avec des pincettes en raison de son changement de catégorie, on l'a dit. En tout cas, on a je pense, trois haltérophiles qui sont médaillables. 0 médaille, 1 médaille, 2 médailles. 3 médailles, je pense pas, mais on suivra ça de près. Je pense qu'on a fait le tour des différents enjeux des sports de la semaine. À l'heure où nous écrivons, enfin vous nous écoutez plutôt, on ne connaît pas les adversaires des Bleus au JO en volée, je vous l'ai déjà dit, ni même la composition de l'équipe de France en GR, mais tout ça vous les connaîtrez quand vous écouterez ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour traiter du cyclisme et de ses disciplines associées, donc la route, le BMX et le VTT. On a déjà fait la piste. Au programme également, on aura un focus sur le water-polo, sur le canoë-kayak, le taekwondo et le triathlon. D'ici là, vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur YouTube, Deezer, Spotify, Amazon et bien sûr dicodusport.fr.
Belle semaine à toutes et à tous.